À l'origine de l'exposition de Manet à Kelly, l'art de l'empreinte, qui présente ici à Martigny les collections de l'Institut national d'histoire de l'art, il y a cette relation étroite assez forte entre la personnalité de Léonard Giannadat et les collections de l'Institut national d'histoire de l'art, anciennement les collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, fondée par Jacques Doucet au début du XXe siècle. Dès les années 80, en réalité, Léonard Giannadat s'est pris d'une passion pour cette collection et a surtout œuvré à sa préservation, à sa restauration, à de nouvelles acquisitions. En 1992, à l'issue d'une campagne de restauration financée par Léonard Giannadat, ces collections avaient déjà été présentées à Martigny dans le cadre d'une très belle exposition de Goya à Matisse. Et en fait, cette exposition qu'on présente ici à Martigny aujourd'hui est un peu le second épisode, certes différent dans les sélections, mais le second épisode d'un principe qui avait déjà eu lieu. Ce second épisode des collections de l'Institut national d'histoire de l'art de Paris présentées à Martigny est différente de la présentation de 1992, je dirais en plusieurs points. Déjà, l'exposition de 92 présentait le cœur des collections rassemblées par Jacques Doucet au début du XXe siècle lorsqu'il l'a constituée. Le parti pris est ici différent puisqu'on présente non seulement les chefs-d'œuvre du XIXe et du début du XXe siècle rassemblés par Jacques Doucet, mais en plus une série d'œuvres qui ont été acquises depuis par cette institution qui a une longue histoire tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'un des grands principes de cette exposition, c'est de confronter l'art moderne plus ancien à de l'art extrêmement contemporain, puisque la dernière œuvre présentée, je crois, date de 2018. C'est une sérigraphie de Vera Molnar. Le nom de l'exposition, donc de Manet à Kelly, porte plusieurs héritages. D'abord l'héritage de l'exposition de 1992, donc qui avait déjà eu lieu à la Fondation Giannadat, organisée par Léonard Giannadat, donc qui était de Goya à Matisse. Donc l'idée c'était de reprendre cette formulation et d'élargir en fait le spectre aussi chronologique et d'époque et d'aller jusqu'à des acquisitions les plus récentes pour des artistes aussi contemporains. Donc d'Édouard Manet qui appartient et s'inscrit complètement dans cette histoire en fait de la modernité, parce qu'il y a aussi cette idée-là dans l'exposition, c'est de montrer comment la modernité artistique fin 19e, 20e, puis jusqu'à nos jours s'exprime dans le médium et dans le domaine de l'estampe, jusqu'à Ellsworth Kelly, donc qui était un artiste américain, très associé au Hard Age, voilà, donc plutôt des productions très contemporaines. Ce sous-titre aussi qu'on avait souhaité, donc l'art de l'empreinte, pour justement réunir l'ensemble de ces productions sans rentrer dans les sections. Donc l'idée de réunir autour de l'art de l'empreinte toute la diversité des expressions gravées, imprimées, etc., de manière presque intuitive, partir justement de ce geste simple qui est simplement une main qu'on imprimerait sur une feuille, sur du sable. Enfin, c'était vraiment cette idée qui nous avait guidés, qu'on a voulu conserver en fait dans ce que porte cette exposition. C'est l'art de l'empreinte dans toute sa diversité, avec cette œuvre aussi qui l'illustre de manière presque littérale, qui vient du Placebo de Thomas Schütte, donc artiste contemporain allemand, donc qui présente justement cette marque, cette empreinte, cette main, et de remettre justement aussi le rôle. Parce que c'est vraiment un art du geste, en fait, l'estampe. Donc il y avait aussi cette idée-là, et voilà, l'empreinte dans toutes ces productions infinies, une grande richesse technique, des motifs, des couleurs, des scènes. Voilà, donc pouvoir montrer aussi tout ce panel à travers ce sous-titre, donc de l'art de l'empreinte. D'une certaine manière, cette exposition qui présente uniquement des estampes et non des peintures au regard d'estampes permet de découvrir certaines artistes très connus sous un autre angle, d'après une autre approche. Et moi, un de mes exemples préférés dans ce cas-là, c'est Édouard Manet. Manet, c'est un peintre, avant tout, qu'on connaît pour sa peinture, qui est très connu pour aborder sa toile dans la spontanéité. Mallarmé écrivait de lui que Manet se jette à l'eau quand il peint sans esquisse, sans dessin. Et qu'est-ce que finalement un peintre comme Manet a en commun
avec la pratique de la gravure à l'eau forte, qui est quand même un procédé très contraignant, très technique, qui parle d'inciser une plaque de cuivre préparée, de la faire tremper dans un bain d'acide. Il faut travailler avec un imprimeur. C'est un procédé qui semble complètement éloigné de sa manière de faire. Et pourtant, il s'y intéresse, c'est pour lui un terrain d'expérimentation génial, c'est pour lui une manière de diffuser son œuvre que la peinture ne permet pas, puisque l'estampe est un art du multiple ou de la variation, de la multiplication de motifs d'après une matrice. Et c'est là qu'on peut rentrer ensuite dans toute une série de subtilités. Manet est un aquafortiste, c'est-à-dire un praticien de l'eau forte avec certains doutes et avec certains problèmes vis-à-vis de cette technique. En revanche, la lithographie, qui est plus intuitive, plus proche du dessin, sur laquelle on peut dessiner sur une pierre, lui convient mieux. Par exemple, on montre ici les courses de Manet, où on voit un peu traduit dans l'art de la gravure, ou plutôt de l'estampe, faudrait-il dire, la lithographie, sa manière d'envisager un motif ou le dessin. Cette exposition, finalement, en fil rouge, pose une question. Qu'est-ce que l'estampe ? Et après tout, qu'est-ce qu'une image, en fait, si on voulait vraiment extrapoler ? L'estampe se caractérise de différentes manières, soit par le biais des techniques, mais aussi par le biais de notions, par le biais de concepts. Et moi, j'aime bien essayer de la penser comme ça. C'est un art de la pression, c'est un art où une matrice est placée dans une presse contre une feuille de papier et va donc imprimer, faire empreinte sur un support. Et ce qui est de très poétique, en fait, et de très passionnant, c'est que personne ne voit ou ne peut voir le moment où l'image se génère, puisqu'elle est, par la force des choses, cachée entre la matrice et la feuille. Ça, il y a une historienne que j'aime beaucoup, Jennifer Roberts, qui a une citation d'ailleurs sur un des murs de l'exposition, qui l'explique de manière très très belle. Elle dit « L'estampe, c'est un art de l'obscurité. Personne ne la voit advenir. » Je trouve ça très beau. Parmi les autres grandes caractéristiques de l'estampe, il y a ce phénomène d'inversion. Vous mettez de l'encre sur votre main, vous l'imprimez contre un mur et le motif est inversé. Dans l'estampe, ça se passe comme ça. Et enfin, ce dernier grand principe qui est non pas celui de la multiplication du même, mais de la variation autour d'un même qui n'est jamais vraiment à chaque fois le même, si j'ose dire. C'est-à-dire que deux impressions, de la même manière que deux fois votre main imprimée contre un mur, ne donnera le même résultat. Au XIXe siècle, beaucoup d'artistes voient dans l'estampe une forme d'utopie sociale. C'est une manière pour eux de produire à bas coût une image donc reproductible et diffusable facilement. Nous montrons dans cette exposition plusieurs estampes de Van Gogh. Il en a fait 9 ou 10 tout au plus dans sa carrière, sa brève carrière, et lui croyait vraiment dans l'estampe pour pouvoir diffuser son image au plus grand nombre, au peuple, pour ainsi dire, et ses représentations sont principalement des représentations de figures populaires ou de travailleurs ou d'ouvrières et d'ouvriers. Nous sommes aujourd'hui en 2026 et les expositions d'estampes ont un peu le vent en poupe. Il y a une sorte de mode de l'exposition d'estampes, ce qui est formidable parce que c'est une famille de pratiques graphiques absolument fascinantes. Mais dès le départ, avec Eléa Sicre, ma collègue et co-commissaire de cette exposition, on avait envie de prendre les choses de manière un peu différente. Déjà, on était certaines et certains qu'on ne voulait pas approcher l'estampe de manière trop techniciste, trop technique, même si la technique est abordée dans l'exposition. L'estampe, c'est une famille de pratiques assez compliquées, très techniques. Ce qu'on voulait faire, c'est avant tout montrer que l'estampe, c'est une variété de textures, de matières, de granularité, du lisse, du rugueux. On voulait attirer le public vers cette variété de continents graphiques qu'ouvre le monde de l'estampe. Et donc, pour ce faire, nous avons opté pour une approche thématique. Cette exposition se développe autour de grands thèmes qui nous sont un peu apparus, soit très spontanément, soit très intuitivement, soit en réfléchissant vraiment à partir des œuvres de la collection constituée par Jacques Doucet et enrichie depuis. Penser une exposition, c'est penser un récit, en l'occurrence un récit d'histoire de l'art, dans un espace. En l'occurrence, la Fondation Pierre Giannadas.
c'était un petit peu un défi, car cette fondation est très majestueuse, très impressionnante, et il fallait montrer des œuvres graphiques sur papier, souvent en noir et blanc, et notamment à travers ces deux grands murs centraux qu'il fallait bien occuper. Donc je pense que la première chose à laquelle Eléa et moi avons pensé en concevant cette exposition, c'est comment occuper cet espace central, avec ce choix que j'aime finalement beaucoup, qui est celui d'avoir les grands formats du grand peintre et artiste américain Ellsworth Kelly d'un côté, qui est une sorte de mini-manifeste de l'estampe en trois épisodes, en 3 œuvres, et de l'autre côté, une confrontation assez inattendue entre ce même Ellsworth Kelly, Vera Molnar, représentante de l'abstraction d'après-guerre formidable, et Edvard Munch, donc on est au fin du 19e siècle, avec une association comme ça qui nous plaisait beaucoup de formes et d'atmosphère visuelle, soit opposées, soit en question-réponse. Donc ça, c'était vraiment la première préoccupation, c'était de sécuriser cet espace central. Ensuite, nous avons décidé de déployer le parcours circulaire de la Fondation Pierre Giannatta autour de thèmes qui occupent chacun 1 ou 2 petites alcôves, petits ensembles, et qui racontent, chacun de ces thèmes, une histoire différente à travers l'art de l'estampe. Cette exposition raconte l'histoire de l'art à travers l'estampe et résulte de ce grand moment de renouveau de l'intérêt pour l'estampe que l'on peut situer grossièrement au 19e siècle. On crée des sociétés d'aquafortistes, on se rassemble pour utiliser des ateliers, le tout lancé par de grandes figures comme Goya qui, au début du 19e siècle, réalise ces cycles bien connus. Le 19e siècle est un moment important de créativité dans le domaine de l'estampe, avec également la création de nouvelles techniques comme la lithographie. Le 19e siècle, c'est aussi un grand siècle de diffusion des images, où l'estampe a forcément toute sa place, de circulation, de reproduction. Et le 19e siècle, c'est enfin peut-être la naissance de ce grand collectionnisme de l'estampe qui perdure encore aujourd'hui. Enfin, c'est encore une niche du collectionnisme absolument active. Je pense quand même que le 19e siècle et l'art de l'estampe vont extrêmement bien ensemble. L'estampe, c'est ce que ça a de plus surprenant, c'est d'allier quelque chose de très complexe dans sa matérialité et dans sa création technique, et en même temps d'avoir, donc qui paraît relever plutôt du contrôle ou de la maîtrise, puisque c'est un savoir-faire, il y a des gestes, des outils, des contextes associés, et en même temps complètement habité et déterminé aussi par une forme de surprise, d'aléatoire, au moment du tirage aussi, de savoir si tous les paramètres techniques qui ont été mis en place vont aboutir à ce qu'on avait en tête. C'est pour ça aussi que renseigner, en fait, voir l'estampe comme un art du multiple, de la variation, et aussi dans sa logique expérimentale et préparatoire, c'est poser aussi la question de ce qu'est une épreuve définitive ou non. Puisque voilà, il y a toujours cette espèce de surprise, effectivement, surprise finale, voilà, au sortir de la presse, voir ce que ça a donné en termes chimiques, en termes de gestes, il y a beaucoup en fait de paramètres extérieurs qui vont influencer aussi le résultat final. J'aime beaucoup cette expression de l'atelier Fanal, donc avec lequel a collaboré Vera Molnar, qui parle d'original multiple. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment cette idée, et nous, c'est ce qu'on met en avant aussi, c'est de montrer, même pour des états, par exemple les états de travail de Marie Cassatt pour l'enfant aux pieds nus, de considérer en fait que chacun de ces essais, chacune de ces expérimentations ont une valeur intrinsèque dans ce processus. Et de ne pas penser l'avant ou l'après, ou le mieux et le moins bien, mais vraiment de considérer que c'est l'ensemble qui fait sens. Et aussi, effectivement, sur la logique de reproductibilité, c'est que l'estampe se reproduit, mais n'est jamais toujours la même. Donc c'est pour ça qu'il y a plutôt cette idée de multiple ou de variation, plutôt que d'identique et de répétition. C'est un art de l'éternelle découverte, de l'éternelle déclinaison. Donc c'est ce principe, effectivement, de jamais vraiment le même. Qu'il est important
de ne pas avoir un regard trop étroit sur l'estampe, d'arrêter de la juger comme subordonnée de la grande peinture. L'estampe, c'est une manière de penser. C'est un continent en soi de forme et c'est une philosophie quasiment, l'estampe. Et je trouve qu'il est intéressant d'expérimenter avec ces feuilles. Il est intéressant de les confronter, il est intéressant de les sortir aussi de la loupe un peu trop techniciste. Il faut vraiment vivre avec elles, s'immerger en elles et voir un peu ce qu'elles nous évoquent lorsqu'on les observe. Parmi les données qui font de la collection de Jacques Doucet une collection assez exceptionnelle, remarquable, je dirais qu'il y a aussi l'internationalisme de cette collection. Très très tôt, Jacques Doucet, on est aux alentours de 1909-10, comprend que son cabinet d'estampes modernes, qu'il essaye de fédérer à Paris, se doit de faire des acquisitions d'œuvres de pays étrangers, européens en majorité, disons de grands pays d'Europe. Et c'est par exemple une des collections qui à l'époque fait le plus d'acquisitions d'art germanique ou nordique par rapport à toutes les autres institutions françaises de son temps. Si on pense donc à l'engagement et à l'investissement de Léonard Giannadat pour la SABA, donc la Société des Amis de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, c'est vrai que c'est l'estampe en fait qu'il a d'abord soutenue, qu'il a sans doute d'abord attirée, donc qu'il avait permis et financé une restauration, plus de 3000 estampes. Sur les années qui ont suivi et même dans les débuts de l'Institut national d'histoire de l'art, il était toujours le plus généreux aussi pour des acquisitions onéreuses, pour aussi soutenir même des politiques de numérisation ou de restauration, vraiment sur l'aspect aussi valorisation globale des œuvres. Léonard Giannadat était sensible à la dimension aussi presque... On va dire que c'est le pan des collections patrimoniales le plus artistique, muséal, avec là aussi des productions originales. Donc c'est ce qui lui plaisait aussi dans ce domaine-là. Le fait de retrouver aussi des noms un peu fétiches, des artistes qu'il affectionnait particulièrement, mais de les retrouver sur papier. Donc vraiment cette production aussi très originale à laquelle il était très sensible et qu'il a participé à soutenir de différentes façons. Donc le projet il a été pensé comme une sorte de second volet aussi de l'exposition de 1992. Il permet aussi de rappeler et de renforcer les liens qui unissent en fait la Fondation Giannadat avec l'Institut national d'histoire de l'art. Engagement donc, qui a été poursuivi aussi par François Giannadat qui a pris la place de son père Léonard Giannadat au conseil de la SABA, donc de notre société des amis. Et la Fondation Giannadat a toujours été soutenante, porteuse, très généreuse aussi à l'égard de l'INHA et en particulier pour le développement et la conservation de ses collections patrimoniales. Donc on est très fiers aujourd'hui de l'aboutissement de ce projet et on se réjouit évidemment de la collaboration et des projets menés ensemble dans les prochaines années. C'est un choix très difficile à faire, mais si je devais évoquer une œuvre ou un corpus coup de cœur de cette exposition, je pense que je choisirais la sélection qu'on a faite autour de Jeanne Bardet, donc qui est cette artiste dernière élève de Rodin, grande technicienne de la gravure, révolutionnaire dans le domaine de l'aquatinte en couleur, qui était vraiment une technique difficile à s'approprier. Elle l'a fait de manière presque autodidacte en fait, et arrivée chez Rodin pour prendre des cours de sculpture, où c'est elle qui viendra apporter à Rodin presque ce savoir-faire technique. Donc avec cette citation qu'on a souhaité rappeler sur les cimaises, Rodin viendra apprendre cela chez moi, donc en parlant de la gravure. Et les œuvres qui me touchent particulièrement, c'est justement, on en a réuni 3 autour de ces corps en mouvement et en torsion, donc vraiment sur un fond presque monochrome, en couleur, avec des corps de femmes en fait tordus dans différentes positions et quelque chose d'assez simple dans le rendu, mais extrêmement fort, très sensible. C'est aussi une artiste complètement redécouverte à travers les collections de l'INHA, pour laquelle on conserve une correspondance assez importante avec Clément Janin, qui s'occupait du cabinet d'estampes modernes, et Jacques Doucet. L'engouement aussi qu'elle avait
pouvoir être représentée dans les collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Une artiste donc, qui est entièrement à redécouvrir et très spécifique aussi, très rare en fait dans les autres collections, donc très spécifique aux collections de l'INH. Si j'avais à isoler quelques œuvres un peu coup de cœur que je trouve absolument extraordinaires, il y aurait avant tout la suite gravée de Käthe Kollwitz, La guerre des paysans. Käthe Kollwitz, qui est une artiste d'origine germanique, allemande, absolument formidable dans le domaine de la gravure, avec des jeux de matière et de texture extraordinaires d'un point de vue technique et formel, et en même temps un discours social extrêmement engagé, très très puissant, qui vise à faire le constat et raconter la misère et les luttes sociales, les dynamiques d'oppression, d'une manière alors inégalée à l'époque. Et je suis très heureux, non seulement que Jacques Doucet ait fait en France l'acquisition de ces suites gravées dès les années 1910, mais qu'on puisse, plus de 100 ans après, les présenter en groupe, ensemble, dans un très bel espace de l'exposition qui s'appelle Combat et qui traite justement de ces luttes sociales. Parmi les œuvres que je trouve particulièrement frappantes de cet ensemble, il y a aussi une composition d'Ellsworth Kelly qui montre deux courbes bleues et noires en arc comme ça. Une œuvre dont on ne sait pas si elle est abstraite ou si elle représente une forme de voûte céleste. Une œuvre dans laquelle on ressent la pression de la pulpe de papier ancré contre une feuille. C'est vraiment une œuvre qui se vit dans sa physicalité et qui est d'une économie formelle que je trouve saisissante. Elle vaut à elle seule comme un petit manifeste de ce qu'est l'estampe.